Madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en direct sur TLT pour votre journal. Édition consacrée ce soir en grande partie aux conséquences de l'accident de l'A400M, l'avion militaire d'Airbus, survenu ce week-end en Espagne, en compagnie de notre invité. Il s'agit de Marc Ivaldi, chercheur et professeur à la Toulouse School of Economics. Dans ce journal, nous reviendrons également sur un week-end de sport gagnant pour les équipes toulousaines et de la région. On voit cela dans quelques instants. Mais tout d'abord, une minute de silence a été observée à midi sur tous les sites européens d'Airbus. Les drapeaux ont été mis en berne. Les salariés de l'avionneur européen se sont recueillis en hommage aux victimes de l'accident de samedi à Séville en Espagne. Je vous rappelle qu'un A400M s'est écrasé alors qu'il effectuait un vol d'essai. À son bord, 6 personnes, toutes salariées d'Airbus en Espagne. 4 sont décédées et 2 sont toujours dans un état grave. Les boîtes noires de l'appareil ont été récupérées hier matin sur le site de l'accident. Pour l'heure, aucune explication concrète. Erreur de pilotage, défaillance de l'appareil. Toujours est-il que cet accident est un coup très dur pour Airbus. Alors, quelles peuvent être les conséquences de ce crash d'un point de vue économique? Bonsoir, Marc Ivaldi. Bonsoir. Vous êtes chercheur et professeur à la Toulouse School of Economics de Toulouse et à l'école d'économie. Vous connaissez bien le domaine aéronautique et ce programme A400M qui a longtemps été présenté comme un véritable gouffre financier. On rappelle que son budget s'est littéralement envolé. Il est passé de 20 à 30 milliards d'euros. À cela, rajouter 4 années de retard de livraison. Donc des clients très mécontents. 7 pays, on va le rappeler, ont commandé l'A400M pour leur armée. Il s'agit de la France en premier lieu, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Luxembourg, la Turquie et la Belgique. À ce jour, il y a, je crois, 174 avions qui ont été commandés par 8 pays et 12 seulement ont été livrés et ont été mis en service. Première conséquence de ce crash, de cet accident de l'A400M samedi, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Turquie ont immobilisé leurs appareils, tandis que la France a limité l'utilisation du sien aux mesures d'urgence, comme notamment au Mali. Alors l'Allemagne quand même, 53 avions commandés, 1 livré. Elle avait dénoncé des manquements sur cet appareil. Elle a décidé d'immobiliser l'A400M. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Allemagne se désolidarise d'Airbus en France? Je ne crois pas qu'elle puisse se désolidariser. Elle met en évidence des imperfections. Est-ce que c'est une discussion où ça en est? C'est difficile de savoir. Il est clair qu'évidemment, le retard dans le programme, l'augmentation du coût du programme, c'est pas quelque chose qui plaît à nos amis allemands. On peut le comprendre. Enfin, en même temps, c'est assez classique dans l'aviation. Sauf quand même que depuis 2 mois, l'avion avait tourné, avait volé, et qu'il n'y avait pas de problème. Alors, enfin, moi, je ne suis pas spécialiste et on ne sait pas grand-chose sur ces 700, 800, 3000 même. On a entendu parler de problèmes techniques. C'est sûr que quand on regarde en détail un avion, il y a toujours des petits éléments. Alors, ce qui est important, est-ce que vous en connaissez, vous, quelques-uns? Ce qu'on connaît, c'est pas grand-chose. C'est des câbles qui sont apparents, des choses comme ça. Ouais. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir, pour l'instant, d'informations précises sur... En tous les cas, rien n'avait transpiré aujourd'hui sur un problème, une défaillance majeure de l'appareil. Oui, il y a quand même déjà, l'avion tourne vole depuis... pas mal de temps, et donc il est impliqué au Mali. Il est difficile actuellement de savoir ce qui s'est passé à Séville, et donc c'est pas la peine d'anticiper. Il est clair que sur le papier, c'est un outil extraordinaire, c'est un monstre. On va en reparler des spécificités de l'A400M, mais Royaume-Uni, 22 A400M commandés, 2 livrés. Par mesure de précaution, les avions A400M britanniques sont temporairement immobilisés également. Turquie, pareil, 10 A400M commandés, 2 livrés, cloués au sol aujourd'hui. Malaisie, 4 commandés, 1 livré. Là, la Malaisie n'a pas encore communiqué sa position. Et puis les autres clients dont je parlais tout à l'heure, Luxembourg, Belgique, Espagne, n'ont pas encore reçu leur A400M. Quand même, la conséquence aussi directe pour Airbus de cet accident, c'est que son action a chuté ce matin à la Bourse de Paris de 3%. Est-ce que c'est grave, docteur? Bon, je pense qu'une prise de risque
et une prise de position. Il faut voir évidemment si c'était un défaut technique majeur, évidemment ça serait un problème. Comme ça, je dirais que c'est probablement pas le cas. La difficulté, il y a eu des difficultés techniques, oui. Mais il y a eu surtout des problèmes d'organisation et de gouvernance qui ont expliqué les retards dans le... C'est-à-dire entre la France et l'Allemagne, l'Espagne entre la France, l'Allemagne, l'Espagne. L'Espagne où il est assemblé. Et donc, ouais. Voilà, c'est un peu la difficulté... un peu la difficulté d'Airbus. J'entends souvent dire qu'il faut utiliser le modèle Airbus pour le rail, pour le nucléaire, etc. C'est fantastiquement compliqué ce qui est fait derrière Airbus. Il faut... alors évidemment, on met tout le temps en avant les aspects techniques, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans la réussite d'un produit, quel qu'il soit, l'organisation, la gouvernance, et c'est extrêmement important. Quand les messages en interne ne passent plus, quand les c'est le cas, vous pensez, chez Airbus sur ce je pense qu'en tout cas, il y a bien eu quelque chose. Alors, l'ancien directeur a été débarqué et remplacé par Fernando Alonso très récemment. Ça veut bien dire quand même qu'il y a eu des dysfonctionnements et ça touche l'organisation. C'est normal, ça fait partie de la vie, mais c'est clair que Airbus est de ce point de vue un challenge extraordinaire. On va rappeler quand même, Marc Ivaldi, si vous le souhaitez, quand même que l'A400M, c'est un avion tout à fait particulier. Il y a une exigence très particulière sur cet appareil. On ne demande pas la même chose à l'A400M qu'on demande aux autres avions de ligne classiques. Il faut qu'il soit capable, par exemple, de transporter 37 tonnes de matériel, de se poser sur une toute petite piste en plein désert, de voler à très grande vitesse en rase-motte. Enfin, peu d'appareils dans le monde sont capables d'effectuer ce que cet A400M fait aujourd'hui. Bon, il y a à peu près que l'avion équivalent russe, mais qui ne vole pas vraiment. Donc effectivement, c'est unique. Il a dépassé l'avion, l'équivalent américain. On le voit. À tel point que la direction d'Airbus ambitionnait même de le vendre à l'armée américaine. Oui, tout à fait. Est-ce que pour autant, et pour conclure, Marc Ivaldi, on peut craindre que cet accident marque un coup d'arrêt au programme ou aux commandes de l'A400M? C'est difficile à dire. Encore une fois, si c'est un vrai problème technique lié à l'appareil, on va le savoir très rapidement. On va le savoir très rapidement. Écoutez, il n'y a pas de... il faut ne jurer de rien. On ne vendait pas des Rafales, on en vend plein. Dans ce cas ici, les choses ont été positionnées différemment. Il y avait des États, donc il y a eu déjà des commandes. Si c'est un problème qui était tout à fait mineur ou que c'est un ensemble, ce qui est probablement le cas, un ensemble de raisons qui ont amené à un accident qui n'était pas, qui est devenu une catastrophe. Là, oui, mais j'ai l'impression. L'impression est que on va vite savoir et en tout cas l'avionneur européen a déclaré aujourd'hui officiellement vouloir poursuivre la production d'appareils et les vols d'essai, prochain vol d'essai qui aura lieu d'ailleurs demain mardi au départ de Toulouse. Merci pour votre analyse, vous restez avec nous Marc Ivaldi dans le reste de l'actualité toulousaine. Retour sur le dossier, ça n'a rien à voir, des piscines. La semaine dernière, la mairie de Toulouse annonçait la fermeture des bassins de pêche David, Jean Boiteux dans l'ancien bâtiment Job et l'ouverture pour un mois seulement de la piscine d'Ancelis cet été, invoquant une fréquentation pas assez importante par rapport au coût de fonctionnement. Après le coup de gueule de l'opposition sur ce sujet et notamment des Verts, on fait le point aujourd'hui avec les explications de la municipalité. Marie Larpan, Alain Sorat. Les sports n'échappent pas à la contrainte d'économie imposée par la ville de Toulouse et c'est calculatrice à la main qu'il a fallu faire des choix. J'ai un budget à gérer. Le choix, c'est le ratio entre le coût de fonctionnement et la fréquentation. C'est aussi simple que ça. Quand il y a une moyenne de 58 personnes jour ou de 66 personnes jour et que la piscine, elle coûte presque 300 000 € d'exploitation sur 2 mois, voilà, ce sont des choix rationnels.
le ratio coût de fonctionnement, fréquentation. La piscine de Pêche David et la piscine Jean Boiteux en font les frais. Elles n'ouvriront pas cet été. Quant à la piscine Ancelis, elle ouvrira 1 mois seulement. Ancelis, j'ai reçu il y a déjà plus de 2 mois M. Frendo, qui est le président de la DECVAR, les riverains, les associations de quartier, etc. On a eu une longue discussion. J'avais prévu de fermer Ancelis. J'ai entendu ce qu'ils m'ont dit, c'est vrai, cette piscine, c'est le lien social, c'est les familles, c'est tout un quartier. J'ai entendu et j'ai proposé une ouverture du 11 juillet au 16 août, c'est-à-dire 1 mois au lieu de 2 mois, sachant que cette piscine a une fréquentation moyenne jour l'été dernier et les étés précédents d'une 50aine de personnes pour une exploitation de 265 000 € pendant 2 mois. En prenant en compte le manque à gagner des entrées des piscines, la ville compte faire entre 300 et 400 000 € d'économies cet été. En bref, après plus d'1 mois de conflit et une grève des bus qui s'éternise, les Toulousains en ont assez et le disent. Les usagers de la Ville Rose ont lancé une pétition en ligne intitulée « Marre des grèves qui prennent en otage les usagers de Tisséo ». La pétition circule sur la toile depuis le 29 avril. Les rassemblés hier 160 signataires. Et les usagers des transports en commun toulousains ne s'arrêtent pas là. Ils envisagent même une action collective. Ils vont ainsi déposer une plainte groupée contre les grévistes et la société Tisséo pour non-respect de ces usagers. Reportage complet dans notre édition de demain soir. Allez, on ouvre une page sport dans ce journal avec tout d'abord l'exploit du Toulouse Olympique 13 qui est parvenu à conserver son bouclier contre Carcassonne samedi au stade Michel Benguichou de Colomiers. Une première dans l'histoire du club toulousain. Les joueurs de Sylvain Houlès, dominateurs, l'ont emporté 20-12. Très belle performance donc et grande émotion pour cette équipe qui pourrait du coup intégrer la 2e division anglaise la saison prochaine. Félicitations à eux et je vous vois acquiescer, vous avez suivi ça de près Marc. Et puis après le Théo, c'est le Stade Toulousain qui n'a pas fait de détails samedi. 67-19, victoire d'une équipe en mode rouleau compresseur, dixit notre spécialiste Samuel Prieur. À l'approche des phases finales, le groupe mené par Guy Novès semble à nouveau s'épanouir. 9 essais inscrits, un triplé pour Huget et un doublé pour Médard notamment. Au classement, les Rouges et Noirs conservent leur 3e place, un petit point derrière Clermont 2e. Clermont que les Toulousains se verraient bien devancer à l'issue des 2 dernières rencontres du top 14. Voilà, on termine avec du football et le TFC qui est presque sorti d'affaire à l'issue d'un scénario renversant. Les Violets ont pris une sérieuse option sur leur maintien en Ligue 1. Une victoire face à Lille, 3-2 qui fait du bien. Les détails avec Samuel Prieur tout de suite. Mené, malmené pendant près de 80 minutes, mais accrocheur et volontaire, le TFC a souffert à l'occasion de cette 36e journée de Ligue 1 face au LOSC, mais a ramené les 3 points de la victoire. 3 points qui permettent aux Violets de mieux respirer au classement. Voici les joueurs de Dominique Arribagé, 16e du championnat, avec 5 points d'avance sur le premier relégable, Évian. La victoire 3-2 n'a pas été simple, mais c'est une nouvelle fois l'état d'esprit qui est loué à 2 journées de la fin de la saison. On a fait un grand pas ce soir vers l'objectif qu'on s'était donné. C'est pas encore totalement fait. Il va falloir encore se battre, mais c'est vrai que ce soir, vu les ressources mentales qu'on a eues, on peut dire qu'on est vraiment sur le bon chemin et qu'on a fait quelque chose de très bien. Je dispose d'un groupe de joueurs fantastiques, avec un état d'esprit incroyable pour aller chercher ces matchs-là. Vraiment, je suis vraiment fier d'eux ce soir, parce qu'ils ont montré des valeurs qu'il faut pour se maintenir tout simplement. Dominique Arribagé et ses joueurs ont fait le plus dur. Reste à confirmer le renouveau dès samedi à Guingamp pour définitivement assurer le maintien du TFC au sein de l'élite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci Marc Ivaldi de m'avoir accompagné. Excellente soirée sur TLT. À bientôt.